Comment préserver un savoir-faire artisanal ancestral? Depuis des siècles, l'horlogerie française a acquis une renommée mondiale. Elle fait pleinement partie de l'histoire du pays, ayant joué un rôle politique, religieux, scientifique et artistique au fil du temps. Au cours de ces dernières décennies, ce métier, mêlant technique, précision et tradition, a connu un développement sans précédent. Véritable art d'exception, ce savoir-faire a traversé les âges, mais se trouve aujourd'hui confronté à un défi majeur, celui de transmettre son savoir-faire aux nouvelles générations. Pour assurer sa pérennité, l'horlogerie traditionnelle s'adapte et se tourne, comme d'autres domaines, vers le numérique. Cette semaine, dans Futura Innovation, Thibaut Caudron interviewe Valérie Ferré, vice-présidente de 3D Expérience Edu chez Dassault Systèmes, ainsi que François Simon-Fustier, maître d'art en horlogerie et fondateur de Chronospédia, une banque de données dédiée à l'horlogerie ancienne. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. François, vous êtes fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'horloger et le seul maître horloger de France. Ce patrimoine est particulièrement important dans le pays. Le patrimoine horloger français, il est important. Et d'autre part, la place de la France dans l'horlogerie est absolument primordiale, puisque sans la France, il n'y aurait pas d'horlogerie suisse, par exemple. C'est quand même bien de le rappeler de temps en temps. Pourquoi, sans la France, la Suisse n'aurait pas eu cette maîtrise de l'horlogerie? L'horlogerie suisse, elle est due essentiellement au fait que Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes et que beaucoup d'horlogers qui étaient protestants sont partis en terre où ils étaient admis et donc se sont retrouvés en Suisse. Et une fois qu'ils y ont été, ils y sont restés. Mais Louis XIV aurait été un peu plus tolérant, la Suisse se contenterait de leur banque et du chocolat. Vous êtes vraiment dans une démarche de préserver ce patrimoine. Comment Chronospédia y contribue? En fait, moi, j'ai transmis beaucoup j'ai eu 16 apprentis, j'ai eu plus de 200 stagiaires, et je me suis rendu compte assez rapidement que ce que je faisais dans mon atelier, où on ne faisait que de la restauration d'horloges et de pendules anciennes et d'horloges d'édifices, tout ce secteur-là n'était plus enseigné dans les écoles, puisque plus c'est peut-être excessif, beaucoup moins bien enseigné que quand je l'avais appris, tout bêtement parce qu'avec une logique extrêmement juste, la formation est axée sur l'employabilité. L'employabilité, c'est la montre. Et toute cette partie de ce qu'on appelle le moyen et le gros volume en horlogerie, forcément passe après. Si on ne transmet plus ce savoir-là, c'est quoi le risque qu'on prend? Le risque, c'est tout bêtement que si on fait rien, dans 15-20 ans, on va parler d'archéologie horlogère. Typiquement, en France, on a quelque chose comme 34 935 communes, je crois. Elles ont toutes au moins une horloge d'édifice. Cette horloge, dans 90% des cas, voire plus, maintenant, elle est électrifiée. Donc, en France, il y a potentiellement 34 000 horloges d'édifice qui sont à restaurer, à conserver, à protéger, à documenter. Et ça, on ne parle que des horloges d'édifice. Les horloges comtoises, cette horloge que tout le monde connaît, elles ont été fabriquées en millions d'exemplaires. Les pendules de cheminée, c'est en centaines de milliers. Donc, si on n'apprend pas aux générations qui viennent comment faire des interventions simples de maintenance sur ce type de matériel, il va mourir. Et du coup, qu'est-ce que propose concrètement Chronospédia? Premier point, c'est que Chronospédia ne pourrait pas exister sans le 3D Experience Lab. Le concept de Chronospédia, c'est de créer des jumeaux numériques de mécanismes anciens. Et une fois que ce jumeau numérique est créé, on va pouvoir créer des outils de médiation culturelle, de formation et d'archivage. Donc tout passe à la base par la création d'un dessin sous SolidWorks. Et après, sur la transmission, quelles sont les technologies? On a parlé du jumeau numérique, mais quelles sont les différentes technologies que vous utilisez aussi dans cette démarche Chronospédia? En fait, Chronospédia, qui est né d'un désir un peu fou dans mon atelier, c'est devenu aujourd'hui un énorme projet, puisqu'il y a une centaine de personnes qui collaborent au projet, une quarantaine de structures, et on a vu arriver vers nous tout le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Tout bêtement parce que comme j'ai abandonné les propriétés sur les modèles 3D créés dans l'atelier, sans y avoir réfléchi, j'ai créé en fait la première base de données de modèles 3D animés libres de droit. Or, les laboratoires de recherche qui travaillent sur l'IA, sur la réalité virtuelle, sur la réalité augmentée, ont besoin d'un terrain de jeu et du coup, ils sont venus collaborer avec nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une grande partie de nos développements sont liés directement à ce que fait le CNRS, à ce que fait tel ou tel laboratoire de Centrale, de X-Limoges, Et cette collaboration fait que le projet progresse de plus en plus. Les derniers qui sont venus nous rejoindre, c'est les gens du Smithsonian aux États-Unis, par exemple. Pourquoi cette collaboration avec Dassault Systèmes et qu'est-ce qui vous apporte? Notre concept, c'est une sorte d'échange vertueux. À la base, on a donc Dassault Systèmes qui nous prête des licences que l'on met nous à disposition des écoles d'horlogerie, des écoles de méca, des écoles d'ingénieurs.
en leur proposant en gros comme travaux pratiques de réaliser des modèles 3D qui rentreront dans notre bibliothèque. Bibliothèque que l'on met après à disposition des laboratoires de recherche, et puis la boucle est bouclée. Valérie, vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous intéressait dans la démarche de Chronospédia et qu'est-ce que ça apporte à Dassault Systèmes? Chronospédia a été incubé, donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, par le 3D Experience Lab. Le 3D Experience Lab, c'est un incubateur de projets qui ont un impact sociétal fort. Et donc effectivement, comme François l'a rappelé, on accompagne à travers la mise à disposition de nos technologies et également à travers le soutien par l'expertise de nos experts sur ces technologies de pointe. Et c'est vrai que Chronospédia, si je reprends l'impact sociétal fort, François l'a bien décrit, mais globalement, c'est la préservation d'un savoir-faire, un savoir-faire artisanal et un savoir-faire, moi j'aime bien aussi dire industriel. Je n'oppose pas toujours les deux, l'artisanat et l'industrie. C'est également la transmission des savoirs. Donc ça, François, en tant que maître horloger qui accompagne ces nouveaux apprenants, ces apprentis, ces stagiaires, mais ce savoir-faire, en fait, on peut le mettre à disposition de façon virtuelle, donc démultiplier finalement cette mise à disposition, parce que c'est plus un seul stagiaire, un seul apprenti, mais c'est aussi l'ensemble des apprenants et puis tout un chacun. Moi, je suis allée sur Chronospédia. Quand vous regardez les mécanismes horlogers en 3D, vous les comprenez bien mieux. Donc cette transmission du savoir, ça a un impact sociétal fort. Et puis le dernier point, c'est vraiment la transformation de la façon dont on forme les jeunes. Nous, c'est ce qu'on appelle la formation par l'expérience. Donc quand on parle de formation par l'expérience, on pense souvent à l'apprentissage au contact d'un maître qui vous apprend, mais c'est également l'apprentissage par l'expérience qui peut être une expérience virtuelle qui vous permet de manipuler finalement dans le virtuel des objets pour mieux les comprendre. Donc c'est vrai que l'impact sociétal, il était évident, je pense, quand il y a eu ces premiers échanges entre François et notre 3D Experience Lab, et c'est vrai que ça donne des échanges vertueux parce que nous, ça nous permet d'avoir un impact dans l'éducation qui est vraiment important et sur ce domaine particulier de l'horlogerie. Vous parliez de 3D Experience Lab, mais vous êtes vice-présidente du 3D Experience Edu. Vos logiciels sont utilisés par environ 8 millions d'étudiants à travers le monde, dans 40 000 écoles. À quels enjeux répond ce programme? Tout à fait. Donc 3D Experience Lab, c'est notre incubateur de projets à impact sociétal fort. Et 3D Experience Edu, c'est notre programme de partenariat avec les écoles. Donc comme vous l'avez dit, aujourd'hui, les écoles, c'est 40 000 écoles dans le monde, 8 millions d'étudiants qui utilisent nos solutions pour se former à l'industrie et se former à des solutions qui vont être utilisées dans l'industrie, donc qui vont les rendre plus employables. Mais c'est également se former à des nouvelles pratiques industrielles, à des nouvelles méthodes. Je vous donne quelques exemples. Comprendre les mécanismes horlogers, c'est une formation, mais ça peut être également comprendre comment est-ce qu'on passe d'un modèle virtuel sur des projets, par exemple, les plus simples possibles dès le collège, la modélisation d'une coque d'iPhone en 3D qu'on va ensuite pouvoir imprimer en 3D pour que les jeunes puissent comprendre finalement que le virtuel permet de créer le monde réel, que le virtuel n'est pas un monde à part, que le virtuel est un monde connecté au monde réel et qui permet de créer des choses. Et pour nous, c'est un enjeu également d'attirer massivement vers des métiers en général industriels, des métiers artisanaux et des métiers industriels. François, vous vouliez réagir? Oui, ce qui est important, c'est que dans l'utilisation que l'on fait faire aux étudiants des logiciels de Dassault Systèmes, c'est qu'on leur fait faire de la rétroconception. Et c'est là aussi ce qui intéresse les professeurs, c'est que, en général, dans les cours, ils apprennent à concevoir quelque chose. Là, on leur apprend à partir du mécanisme ancien et le redessiner. Donc, ça leur forme l'esprit, on va dire, d'une façon un peu différente. Si on parle un peu de technologie, on a parlé de réalité virtuelle, on parle de jumeaux numériques. Quelles sont les technologies un peu émergentes et qu'est-ce que ça va permettre? Notamment, on pense forcément à l'intelligence artificielle. Nous, au niveau de l'horlogerie, on est en train de développer avec toute la communauté dans laquelle je suis désormais, des outils qui vont être transférables. Valérie le disait très très bien, on va passer de l'artisanat à l'industrie. Aujourd'hui, on est en train de travailler par exemple sur un concept de panothèque. La panothèque, c'est quoi? On se dit que si on préserve le savoir, si on apprend aux générations qui vont venir comment monter et démonter un mécanisme horloger, c'est pas pour autant qu'ils l'auront monté, démonté et qu'il fonctionnera correctement. Donc on est en train de lancer une campagne de recueil des pannes connues par un certain nombre d'horlogers anciens. Ce recueil de pannes, après, on va le transformer en logigramme. Et ce logigramme, on va le mixer avec des modèles réalisés en 3D pour arriver à une sorte d'assistance au dépannage en réalité
Alors réalité virtuelle, réalité augmentée, tout dépend des écoles d'ingé avec lesquelles on va travailler et des solutions qu'ils nous proposeront. Mais là, typiquement, on est sur un développement qui va enrichir le monde horloger, mais qui après sera complètement transférable dans d'autres domaines. Et de la même façon, on perdait énormément de temps jusqu'à présent dans la création de nos modèles 3D. Pourquoi ? Parce qu'on était obligé de dessiner chacun des modèles pièce par pièce. Depuis quelque temps, on utilise des scanners pour avoir une première acquisition de forme, on va dire, de façon à obtenir, je simplifie les choses, une sorte d'esquisse ou de fantôme que l'on va venir balancer dans les logiciels de dessin, ce qui nous fera gagner du temps. Mais en parallèle de cela, on a un jeune thésard à Aix-Limoges qui est en train de travailler directement sur une IA à qui on apprend une bibliothèque de pièces horlogères. Et l'idée, c'est que dans quelques mois, l'IA soit capable de dire non, le scanner, c'est pas une image de point qui vient de me donner, c'est un ensemble de pièces. Et dedans, je reconnais, il y a un barillet, une roue de temps, une roue de moyenne, une roue d'échappement. Je les connais, ces pièces-là. Et puis, quelques mois plus tard, avec l'expertise acquise par l'IA, elle saura dire, attendez, dans le scan que j'ai ici, j'ai un barillet, une roue de moyenne, une roue d'échappement. Il me manque une roue de temps. Et d'après mes bibliothèques, je sais que cette roue a telle caractéristique, etc., etc. Là aussi, une fois qu'on aura fini cette démarche-là pour nous, on pourra la transférer dans n'importe quelle utilisation du scan, puis du modèle 3D derrière. Typiquement, on scannera un métier à tisser, admettons, et avec le scan du métier à tisser, on arrivera à redessiner directement le métier à tisser en automatique, puis le faire fonctionner. Ce qui veut dire que dans le domaine de l'industrie, des vieilles machines, tout ce qui va être mécanique pourra être nettement mieux documenté. Valérie, vous, du côté d'Asso Systèmes? Je vais parler d'IA également parce que c'est vraiment la grande vague technologique qui nous attend tous. Et c'est vrai que quand on parle d'IA aujourd'hui, on parle surtout d'automatisation. François, c'est absolument pas ce qu'il vient de dire. Quand il parle d'IA, il parle d'assistance. Et comment, effectivement, nous on parle souvent d'assistant IA, comment vous allez finalement pouvoir être assisté dans vos métiers grâce à cet assistant IA qui va pouvoir vous orienter, qui va pouvoir vous aider à corriger des erreurs, qui va pouvoir vous aider à aller plus vite. Mais également, donc on parle d'assistance, moi j'aime aussi qu'on parle d'accessibilité parce que l'IA, ça va permettre de rendre accessible à des non-experts des choses qui leur étaient inaccessibles jusqu'à présent. Et j'aime bien prendre un exemple souvent qui est l'expertise environnementale. L'expertise environnementale, aujourd'hui, elle repose sur des méthodologies qui sont des méthodologies de pointe, de calcul, de l'impact d'un produit. Donc, c'est de l'analyse de cycle de vie du produit qui va vous permettre de calculer son impact environnemental. C'est une expertise très pointue, très technique et qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, vous voyez dans l'industrie, vous avez en général un expert pour des milliers d'ingénieurs qui vont concevoir les produits. Eh bien, cette expertise, grâce à l'IA, elle va pouvoir être accessible à l'ensemble des ingénieurs qui conçoivent des produits. Donc, ça veut dire que tout ingénieur, tout concepteur, demain, devient un éco-concepteur. Au moment où il conçoit, il peut concevoir mieux, également de façon plus durable. Donc, c'est vrai, quand on parle d'IA, moi, j'aime parler d'automatisation. Il faut en parler, c'est vrai que ça va accroître la productivité, mais d'assistance, on va être assisté par l'IA. Et enfin, d'accessibilité, ça pourrait être les 3 A finalement, mais d'accessibilité, d'expertise qui n'était pas accessible jusqu'à présent. Parlons un petit peu d'avenir. Comment vous entamez cette démarche-là? Se tourner vers l'avenir, en fait, pour moi, c'est se tourner vers un avenir industriel pour la France. Ce que fait Chronospédia, c'est de favoriser finalement par des apprentissages différents, par une accessibilité de cette base de données horlogère à tout un chacun, eh bien le fait de redorer l'histoire du savoir-faire et que ce savoir-faire soit artisanal, que ce savoir-faire soit industriel, finalement ça permet de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender, de mieux l'expérimenter, j'ai même envie de dire de mieux jouer avec. Parce qu'il faut commencer le plus tôt possible pour pouvoir massivement réorienter nos jeunes vers des métiers industriels parce que l'industrie déjà aujourd'hui recrute et a du mal à recruter, mais c'est surtout le futur en France, en Europe, il ne peut pas se faire sans une industrie, parce que sinon on deviendra des pays de consommation de l'industrie des autres. Et pour moi, l'industrie et l'horlogerie représentent bien ça, c'est la représentation de la culture. Nos produits, ce que nous faisons, représentent une culture. Et on ne peut pas avoir une culture forte, française et européenne, sans une industrie forte. Donc pour moi, ce futur, il doit être effectivement de former de façon différente nos jeunes pour les orienter beaucoup plus massivement vers des métiers industriels, d'une industrie qui se transforme, qui va devenir plus durable et qui invente beaucoup de nouvelles choses et qui doit encore inventer beaucoup de nouvelles choses. François, peut-être vous, votre vision de l'avenir? L'avenir, il faut que je continue de travailler. Chose qui n'était pas forcément prévue quand j'ai commencé ce projet.
parce que là, j'ai encore entre 5 et 10 ans de boulot devant moi pour que le projet continue. Mais en même temps, je me suis jamais autant amusé de ma vie. J'ai jamais eu autour de moi une diversité de gens tels, des scientifiques, des historiens, des conservateurs, des chercheurs, des gens que j'aurais jamais rencontrés avant. Et ça, c'est lié au projet, mais c'est lié de toute façon en grande partie au parrainage de Dassault Systèmes. Et le mentoring qui est fait permet de gagner en facilité d'explication. Je dirais le petit artisan que j'étais a été grandement décomplexé, voilà. Et François, je dirais que c'est lié à ta passion aussi, hein. C'est ta capacité à fédérer autour de toi des écosystèmes différents, des expertises, des professionnels différents, c'est lié à ta passion aussi. Et c'est vrai que c'est la passion de l'artisanat, c'est la passion d'un domaine particulier de l'horlogerie. Mais voilà, c'est une passion qu'on peut partager aussi un peu différemment, peut-être en la montrant différemment, cette industrie. Peut-être un dernier mot de conclusion pour l'un et l'autre, François, sur ce sujet du coup de l'artisanat, de sa transmission, de sa préservation. C'est dommage que j'ai pas découvert que ça pouvait être fait avant. Et je souhaite pouvoir diffuser ce type de message à tous les artisans qui sont dans des métiers qu'on qualifie de métiers rares. S'ils veulent que leur métier perdure, il y a des systèmes de transmission très simples. Mais il faut surtout arrêter de fonctionner sur la réflexion que j'entends quelquefois qui est ah, tu comprends, j'ai mis 30 ans à apprendre, je vais pas donner ce que je sais. C'est dommage de mourir avec sa culture. Valérie, un dernier mot? Moi, en dernier mot, je dirais qu'on voit que quand on parle, nous, d'éducation, on pense bien sûr aux écoles, on pense bien sûr aux enseignants, mais il faut voir qu'il y a tout un écosystème qui se mobilise autour de l'éducation, que ce soit les artisans, les industriels, les sociétés de technologie comme nous. Et c'est vrai que je pense qu'il faut renforcer ces partenariats-là entre le monde de l'éducation, le monde artisanal, le monde industriel, parce que c'est enthousiasmant et ça permet de transmettre des passions. Eh bien, merci beaucoup Valérie et François de nous avoir apporté votre éclairage sur ce passionnant sujet. Merci aussi à toutes les auditrices et auditeurs de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.